Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour la cryptosphère, on se retrouve pour une nouvelle semaine et sans surprise notre Crypto Fear and Greed se trouve toujours dans la zone de peur à 29. Du côté des marchés US, nous sommes de retour dans la zone neutrale à 55. Nous pouvons enfin passer à tous nos gagnants tirés au sort en live hier soir sur Twitch. Notre premier gagnant a remporté le numéro 285 et Thomas Pagnès. Le 286 est remporté par Monsieur Daddy. Le 287 revient à Jenny Rosolène. Le 288 à Hotz. Monsieur Rabbit vient shipper le numéro 289 et le 290 qui est un spécial croc. Si vous ne le connaissez pas, c'est un YouTuber crypto qui vous présente les meilleures actualités quotidiennement. Il a eu malheureusement une petite mésaventure la semaine dernière, il s'est fait hack sa chaîne et par la même occasion, il s'est fait voler un NFT de Zap Crypto. Et après toute la force qu'il nous a donnée pendant toute cette année, j'ai estimé que ce numéro 290 lui revenait totalement de droit. Félicitations à tous nos gagnants et merci encore une fois à tous les zappers qui étaient présents hier. Nous avons passé un super bon moment, bien qu'une petite mélancolie était présente vu que Saphiroz, notre super modératrice, était absente. Sache que tu nous as beaucoup manqué et on espère pouvoir te retrouver très vite. Pour tous les nouveaux zappers et zappeuses qui viennent d'arriver sur la chaîne, sachez que vous pouvez retrouver tous mes réseaux sociaux dans la description de chaque vidéo en cliquant sur ce petit lien juste ici et vous pourrez ainsi retrouver chaque lien de mes différents réseaux. Vous retrouverez également dans chaque description tous les intervenants avec le lien de leur vidéo. Et si vous appréciez leur contenu, n'oubliez pas de vous abonner à leur chaîne. Et vu que votre confort est ma priorité, vous pourrez retrouver tous les timecodes également dans la description pour naviguer plus facilement tout au long du zap. Vous pouvez vous installer confortablement. Votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci à tous pour votre soutien et vos encouragements. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. On commence avec un tweet que j'ai mis juste après la dernière vidéo que j'avais fait il y a 2 jours. Les banques commerciales sont plus risquées que les échanges crypto. Pourquoi? Parce qu'elles ont moins de liquidité dans leur trésorerie. Et ça, c'est tout à fait vrai. Si vous regardez, si vous renseignez un peu plus, alors je suis pas allé chercher les sources et les chiffres exacts, mais je l'ai entendu pas mal de fois. Après, à vérifier, mais je suis quasi certain à 90% que en fait les banques elles ont moins de liquidité que les échanges. Alors je parle pas d'FTX parce que c'est un cas à part entière où c'était carrément un scam, donc c'est différent. Mais les échanges comme Binance, Coinbase, etc. ont en général plus de liquidité que les banques. Et les banques en fait elles ont très peu de liquidité. Et si aujourd'hui tout le monde retire son argent des banques commerciales, donc tout ce qui est crédit mutuel, crédit agricole, tout ça, et elles pourront pas en fait subvenir au retrait de tout le monde. Et donc ça pose de gros problèmes. Mais la différence qu'il y a, c'est que en fait si on a un problème et je sais pas, par exemple on a une banque qui fait faillite, et on aura toujours les banques centrales derrière qui pourront renflouer les banques commerciales. C'est ce qui empêche en fait des faillites sur les banques commerciales comme on a eu avec FTX, parce que derrière on a toujours la banque centrale qui va venir et remettre de l'argent pour relancer en fait si vous voulez la banque qui est en faillite. Et les échanges que j'explique ici, les échanges crypto ne l'ont pas en fait. Ils n'ont pas de banque centrale derrière qui leur permet de renflouer les caisses. Donc on peut dire que c'est un avantage pour les banques traditionnelles, mais pour les banques commerciales, mais à long terme c'est un inconvénient. Pourquoi? Parce qu'en fait tout simplement ce n'est pas plus mal au final, ce que j'explique ici, ça évite d'avoir plein de sociétés et de banques zombies qui ne sont pas rentables, maintenues artificiellement en vie. Souvent on parle plutôt des entreprises zombies, des sociétés zombies, mais il y a aussi les banques un peu zombies qui sont too big to fail. Comme par exemple je pense à la Deutsche Bank. La Deutsche Bank en fait est tellement grosse que si elle s'effondre, elle est dans la merde actuellement, enfin au niveau liquidité, au niveau de sa forme, au niveau de sa santé, elle est pas au top en fait. Et elle devrait logiquement mourir cette banque. Sauf que si en fait demain il la laisse mourir, et ben en fait elle sera trop grosse et elle risque de créer un enchaînement, un problème systémique qui peut faire effondrer l'économie qu'on a eu en 2008, comme on a eu en 1929 avec la Grande Dépression. Et du coup pour éviter ça, et ben en fait ils vont réinjecter de l'argent et ils vont la maintenir artificiellement en vie, ce qui crée du coup le mot de banque zombie, voilà, société zombie. Donc du coup l'avantage de ça c'est qu'on met des petits pansements par-ci par-là et ça évite d'avoir de problèmes, mais à long terme du coup on garde des sociétés et on garde des banques qui ne sont pas rentables et on les garde juste parce qu'on veut pas qu'elles se crashent, parce que du coup ça cause des problèmes si vous voulez à court terme. Et l'avantage pour les cryptos c'est que au moins en fait il y a que les meilleurs qui survivent, c'est-à-dire que les cryptos, quand il y a un exchange ou un projet qui n'est pas rentable et qui fait des erreurs, et ben il va direct mourir parce que le marché il va pas lui donner sa chance. Et ça va être tout simplement le faire demande. Et on l'a vu avec FTX, il y a personne derrière pour relancer FTX, pour soutenir FTX. Alors là, c'était quand même un cas particulier parce qu'ils avaient carrément zéro liquidité et ils sont allés jouer avec les fonds des utilisateurs. Mais l'avantage de ça, c'est que en fait, à long terme, du coup, ce qui se passe, c'est que ça trie
les projets et les échanges et on garde que les échanges et les projets les plus sains. Et aujourd'hui en bear market là, si par exemple on a Binance, Coinbase, Kraken qui arrivent à résister à ce bear market là, et ben ça veut dire qu'en fait ils sont assez sains et que s'il manquait de liquidité, s'il y avait des problèmes dans leur entreprise, et ben le bear market les aura déjà emportés avec eux. Il y a quand même des études qui sont faites à ce sujet et l'intelligence artificielle pourrait remplacer 47% des emplois dans les 25 prochaines années. Énormément d'emplois vont devenir obsolètes, énormément de travailleurs ne serviront plus à rien, et même dans des domaines intellectuels, on va dire, ou créatifs. La technologie se développe et ça transforme la façon dont nous accomplissons les tâches quotidiennes. Alors, cette étude qui donne le chiffre de 47%, ça vient de chercheurs de l'université d'Oxford qui ont interrogé les meilleurs experts mondiaux pour savoir en gros quand est-ce qu'on va servir à plus rien du tout, quand est-ce que les machines deviendront plus efficaces que nous. Ils ont interrogé 352 universitaires et experts industriels de l'apprentissage automatique. Il en ressort que l'intelligence artificielle devrait être plus performante que les humains pour traduire les langues par exemple, pour rédiger des essais de niveau secondaire, pour écrire des chansons qui cartonnent en plus, parce que ça va utiliser des bases de données de tout ce qui a été fait précédemment. On va comprendre que telle note c'est agréable à l'oreille humaine, ça nous fait danser, ça nous fait chantonner. Toutes ces données-là, eh ben on peut créer le tube parfait, créé par une intelligence artificielle. Donc même les artistes ont du souci à se faire. Donc c'est chaud, ça sent mauvais. En tout cas pour l'emploi. Parce que d'un autre côté, par exemple pour des opérations chirurgicales, cette intelligence artificielle nous aidera peut-être à soigner plus de monde, à sauver plus de vies. Ça peut nous libérer beaucoup de temps en fait aussi. Si on n'a plus à faire des tâches difficiles et si c'est des robots qui le font, si on a moins à travailler, ça nous abîme aussi moins la santé. Donc il y a aussi des bénéfices à tout ça. C'est compliqué. Et on va continuer avec les Ukrainiens qui vont peut-être avoir une aide financière. Va-t-elle leur arriver? Vous en pensez quoi un peu de ces aides financières en crypto qui sont demandées à tout le monde, les gars? Moi, ça... Bah, en gros, c'est quoi? C'est USDC. On envoie de l'USDC sur un smartphone, apparemment. Ouais. Et grâce à MoneyGram, on peut transformer ces USDC en fiat. Moi, je suis un peu barré, mais j'ai tout de suite pensé à la flat tax, tu vois. Du coup, c'est comment? Bah, je sais pas, il faut demander à Next Step pour... Bah, c'est un don, t'es exonéré. Ah, d'accord, ouais. Ah, Peter, bien. Le problème, c'est qu'il y a déjà eu des dons vers l'Ukraine. Oui, mais là, c'est fait quoi? Avec Stellar, c'est ça, et MoneyGram, donc, du coup. Ouais, là, et c'est en phase de test, ce qu'on apprend. Donc là, vous voyez le graphique que je vous mets en avant, c'est ce qu'ils veulent faire, d'accord? Est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Aucune idée. Je me méfie maintenant de tout ce qui est don vers l'Ukraine, parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui n'ont jamais apparemment reversé les dons aux Ukrainiens. Ça a été plutôt, quand on parle de FTX surtout, reversé à des partis politiques. Je veux pas créer de FUD ou de doute, c'est juste que, bon bah, ouais, dons en crypto pour des associations, pour des hôpitaux en France, c'est très bien ce qu'ils avaient fait, Toulouse Hôpital, Toulouse Crypto, je sais plus quoi. Oui, Toulouse Cancer, ouais. Toulouse Cancer Fondation. Ouais. Merci Peter de... Toulouse Crypto, il a dit. Toulouse Crypto. Mais là, tu vois, en fait, le Toulouse problème... PMU Crypto. J'ai tout sorti. Comme on a déjà eu des retours négatifs sur les cryptos qui ont été envoyés pour aider les Ukrainiens, je ne sais pas si c'est une bonne chose là. Mais ils mettent l'accent sur le côté traçable, donc bon, tu vois, d'un côté... Voilà, c'est ce qu'ils disent. C'est que le test là, c'est justement pour qu'il y ait une traçabilité entre la personne qui donne et celle qui reçoit, en se servant de la blockchain et en suivant toutes les étapes du transfert de ton argent finalement. Après, bien entendu que dans les faits, l'Ukrainien qui se cache derrière l'adresse, qui va recevoir le don, enfin, tu connais, hein, ça peut encore passer par 50 micmacs. Ils peuvent créer 50 adresses pour la même personne. Voilà, comme n'importe quel don en vrai, ça peut encore, voilà. En tout cas, l'initiative est louable. Le but et l'intention, ça reste quand même de mettre de la transparence sur un don. Parce que quand même, pour les gens qui donnent, c'est quand même un problème. Oui. Quoi. Tu donnes et tu sais pas finalement si tu vois là-bas. ça sera reçu. Exactement. Donc, plus tu mets de la transparence là-dedans, plus ça influencera les gens à donner. Et donc voilà, l'initiative est louable. Et quand tu parles de transparence, tu penses à OKX ou c'est comment? Non, je pense jamais à OKX. Retrait des ETH en staking sont prévus pour mars 2023. Et donc cette mise à jour va s'appeler la mise à jour Shanghai. Donc pour vous expliquer un peu, il faut savoir que depuis le The Merge, la dernière mise à jour d'Ethereum, il est possible de staker ces Ethereum. Et donc toutes les personnes qui les ont mis en staking pourront les sortir en mars 2023. D'accord? Donc à partir de mars 2023, on a à peu près, j'ai regardé pour vous, on a à peu près 15 millions d'Ethereum qui sont en staking qui vont pouvoir sortir. Ça représente 20 millions de dollars, 20 milliards de dollars, excusez-moi. Donc vous inquiétez pas, ces Ethereum ne vont pas sortir tous d'un coup. La core team d'Ethereum a bien prévu ça. En fait, ça va se faire petit à petit. En parlant d'exchange encore, je vous ai dit aujourd'hui c'est la vidéo des exchanges. On a un exchange décentralisé, Raydium, sur Solana qui a été piraté et selon la dernière analyse, c'est plus de 4 millions de dollars qui ont été volés. Avant, on pensait que c'était 2 millions de dollars. Il y a un pirate qui a réussi
à vider la liquidité disponible sur l'exchange décentralisé. Sachant du coup que c'est pas un piratage de smart contract, c'est pas une faille en tant que telle, a priori ça serait vraiment la clé privée, une clé privée des développeurs qui a été piraté, qui a été volé, on ne sait pas comment. Dans le post-mortem, on va dire dans l'analyse a posteriori qu'ils ont fait sur le sujet, ils n'ont pas dit comment ça a été volé parce qu'ils ne le savent pas, et c'est très difficile de prouver et d'identifier comment une clé a été volée. Peut-être qu'on le saura jamais, mais en tout cas ça montre encore une fois les risques sur les exchanges décentralisés, comme on a pu voir, enfin c'était plus des risques de piratage. Sur les exchanges centralisés, on l'a vu, il y a aussi des risques, il y a des risques partout. Vous vous dites comment faire tout ça, c'est compliqué, faut pas se mentir. La meilleure chose c'est d'héberger soi-même ses cryptos et de les faire passer que temporairement sur des exchanges. Et après, ça peut vous sembler, on va dire, très négatif tout ça, mais personnellement, j'ai toujours confiance vraiment sur les cryptos, enfin dans les crypto-monnaies sur le très long terme. Oui, là c'est une période difficile, oui c'est le bear market, oui les cryptos sont en baisse, il y a plein de piratage de partout, des sociétés qui ferment, mais fondamentalement l'écosystème crypto et les bases sur lesquelles tout ça se base n'a pas changé. Le Bitcoin est toujours là, Ethereum est toujours là, les divers crypto-monnaies sont toujours là, elles n'ont pas changé dans leur fonctionnement suite à tout ce qui s'est passé. Donc si votre thèse est que tout ça va révolutionner le monde dans 5, 10 ans, 20 ans, et ben pour moi il n'y a aucune raison que ça change. On a fait un live avec Mathieu Stéphanie. Il n'y a pas de son au début, c'est normal, on avait un petit problème. Et c'est vraiment très sympa, parce que Marc Fiorentino, j'avais jamais pu faire de live avec lui. Beaucoup de gens lui en veulent un peu en mode, ouais, tu dis des trucs sur la crypto que tu comprends pas, un peu boomer. Les gars, ce mec, c'est un monstre d'investissement, c'est un monument. Il est pas contre les cryptos, au contraire, et quand on en parle, il comprend un peu plus de choses. D'ailleurs, vous le verrez vers la fin du live où il apprend encore des trucs qu'il ne savait pas. Mais il faut vraiment arrêter de taper sur des gens qui sont de bonne foi comme ça, parce que ces gens-là font partie des gens qui, quand ils vont comprendre le potentiel de la crypto-monnaie et que ça peut ouvrir certaines choses que les marchés trad n'ont jamais pu offrir, ce seront pour moi, comme ce sont des gens qui sont très intelligents, des gens qui vont prendre la bonne position sur les crypto-monnaies. Et je dis pas aimer ou pas aimer, je pense qu'ils auront une bonne défense intelligence et qu'ils vont vraiment venir dans tout simplement dans les argumentaires de ceux qui protègent les crypto-monnaies et qui viennent tuer tous les poncifs qui disent n'importe quoi. Donc vraiment, essayez d'être constructif vis-à-vis de ces profils-là, parce que pour moi, ils le méritent et je pense que cet échange va vous plaire. Bref, en tout cas, c'était vraiment cool. Regardez ça, prenez du recul et surtout beaucoup de bienveillance quand vous parlez de crypto-monnaie aux gens, etc. C'est juste un débat très constructif avec quelqu'un qui, lui, est un vrai monument de l'investissement traditionnel. JP Morgan a partagé un rapport très intéressant relié à la crypto. On va voir ensemble quelques graphiques. Mais en tout cas, ce que ce rapport nous montre, c'est qu'actuellement, on est au bon endroit, au bon moment. Là, tu fais vraiment partie de la minorité qui ont le potentiel de s'enrichir de manière démesurée au prochain bull run. T'es exactement là où tu dois être. Et regarde, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les graphiques. Malheureusement, c'est un fait, quand la crypto baisse, la crypto n'est pas sexy, personne ne veut rentrer. Et c'est quand la crypto monte, quand les prix montent, quand l'euphorie reprend, que 99%, je schématise, décident de rentrer dans la crypto. Ça montre aussi que les 10% des gens qui deviennent millionnaires pendant le bull run sont ceux qui ont pris le risque de rentrer dans la crypto quand tout était au plus bas. Donc quand on avait une situation similaire à la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Après, moi j'y ai pensé, en fait, tu as deux solutions pour devenir millionnaire en crypto. La première, c'est être milliardaire et investir au bull run, comme ça après tu perds tous tes millionnaires. Et la deuxième, c'est de t'intéresser à la crypto pendant le bear market, chercher le petit projet et voir le PF exploser au bull run. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, si tu t'intéresses à la crypto, le prochain bull market, frérot, c'est ton tour. C'est ton tour. Patience. Le bear market, c'est dur. On est d'accord. Mais le jackpot au prochain bull run, c'est sûr. Dernière nouvelle qui est plutôt positive, qui est basée sur le Nigeria et le BTC. On sait que le Nigeria utilise énormément de crypto-monnaies, enfin en tout cas les Nigérians, et ça fait partie des tranches certainement qui l'utilisent le plus. Et on a des informations comme quoi il y a une loi qui est en train de se mettre en place sur l'utilisation du BTC comme moyen de paiement. Alors qu'il serait légal ou non légal, c'est pas encore précis, mais en tout cas le fait qu'on accepterait le moyen de paiement Bitcoin sur l'ensemble de la nation nigériane, ce qui serait positif en tout cas pour l'adhésion générale du Bitcoin, parce qu'on aurait une véritable valorisation sur un pays qui utilise déjà énormément la crypto-monnaie. On serait bien sur la continuité de la mass adoption qui se passe par deux biais.
1, l'utilisation du moyen de paiement, chose que l'on voit avec Bitcoin, et 2, les use cases que l'on voit plus avec Ethereum, Solana, Avax, Polygon, choses qui sont en train de se développer aussi avec l'arrivée de certaines entreprises et l'utilisation de la blockchain dans les utilisations de ces entreprises-là. À vous de me dire ce que vous en pensez sur, justement, cette partie d'adhésion. Est-ce que pour vous, la mass adhesion va se passer par les use cases, donc l'utilisation de la blockchain dans l'utilisation de tous les jours, ou par le fait que le Bitcoin et les crypto-monnaies vont devenir des moyens de paiement légaux? À vous de me dire ce que vous en pensez. Donc là maintenant sur les 2 prochaines semaines, forcément il va y avoir que beaucoup de prévisions, les cadeaux de Noël, les prévisions de Noël pour le Bitcoin 2023-2024. Après c'est intéressant de se rendre compte un peu par rapport au cycle précédent, les différentes phases de baisse qui durent à peu près 12 mois on va dire, de grosses baisses, avant d'avoir un rebond. On a fait beaucoup plus. Le dollar, on va le regarder juste après, mais le dollar c'est intéressant, c'est qu'il est en avance, il se reprend super bien, l'euro je veux dire par rapport au dollar. Le halving, bien évidemment, mars 2024. À chaque fois qu'il y a eu un halving, il y en a eu que 3. Derrière, c'était la fête quand même. Et donc, le prochain, c'est mars 2024. C'est pour ça que les investissements, faut investir à horizon 2024, toujours. Et enfin, une prévision pour le Bitcoin, mais là, on peut rien dire. Après, ce qui va être important, bien évidemment, c'est les probabilités de récession qui sont fortes en ce moment, mais qui sont voulues. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Fed et la BCE, pour contrer l'inflation, sont prêts à tout. Ils vont augmenter les taux. Et les impacts, c'est plus de chômage, moins de consommation et ainsi de suite pour faire baisser à la fin l'inflation. Pour faire baisser l'inflation, il faut faire mal à l'économie, il faut faire mal au chômage et tout ça, donc c'est voulu. Donc là, bien sûr que les probabilités de récession sont très hautes parce que les taux commencent à être relevés. Les taux vont être encore plus hauts dans quelques mois et donc forcément ça aura un impact sur l'économie et sur l'emploi, mais c'est voulu. Voilà. In fine, la finalité de tout ça, c'est faire baisser l'inflation. Quand elle baissera, on sera en récession peut-être. Et là, les banques centrales vont commencer à baisser leurs taux et c'est là que les marchés vont apprécier. Donc plus vite on est en haut des taux, mieux on se portera. Même si l'économie souffrira à ce moment-là, bien évidemment. Plusieurs journalistes ont posé la question à la fin de son discours, mais c'est quand le pivot de la Fed? À quel moment est-ce qu'il va envisager de baisser les taux directeurs? Eh bien, il a répondu, wow, on se calme là. Déjà, 1, c'est pas au programme. Et 2, pour le moment, on va d'abord lutter contre l'inflation. Toi, si tu veux bien en faire un objectif après l'autre, bon, c'est déjà pas mal. Et à sa décharge, il a été clair et il n'est pas tourné autour du pot. Putain, mais c'est pas possible, j'ai un problème de français. Il n'a pas tourné autour du pot. Bon, ça va être dur pour l'économie, mais il va y aller encore. Et à ce stade d'ailleurs, il n'y a pas d'accalmie sur le taux à 10 ans qui reste perché au plafond. Alors tu t'en doutes que le chiffre d'inflation qui est ressorti la veille légèrement meilleur que prévu, ça a été vite oublié. Allez hop, ça dégage. Déjà parce que le marché n'aime pas l'incertitude. Bah oui, l'ampleur de la récession qu'il va y avoir, pour le moment personne n'a l'info. Et forcément, deuxièmement, le marché aime quand même rarement les mauvaises nouvelles. Et comme je l'ai dit la semaine dernière dans le débrief hebdo, tu sais, ce fameux croisement des taux courts avec les taux longs, ça a toujours précédé une récession. C'est QFD. Alors en attendant, on peut quand même noter 2-3 petits points. Je sais pas, j'ai vu par exemple le graphique de l'immobilier en Allemagne qui ressemble juste au début d'une inversement de tendance qui pourrait nous faire très très peur et de se dire que finalement peut-être que le marché immobilier qui a relativement bien performé ces derniers temps en Allemagne pourrait se retourner de façon assez méchante et on sait en général que quand l'immobilier va, tout va. Ce qui est aussi valable pour dire quand l'immobilier ne va pas, rien ne va non plus. Après, il y a un autre chiffre qui est sorti aux États-Unis aussi ce week-end qui est assez rigolo, c'est le nombre de repossessions des voitures. Donc aux États-Unis, quand vous payez pas vos traites de crédit ou de leasing sur une voiture, eh bien la banque vient vous la rechercher directement avec une dépanneuse à la maison et ce taux-là est en train de remonter à toute vitesse. En gros, ce qui s'est passé, c'est que durant la crise Covid avec les taux à zéro, eh bien tout le monde a sauté sur l'occasion de prendre un leasing, mais aujourd'hui, comme ça se complique un petit peu au niveau inflation, au niveau coût de la vie, au niveau loyer des appartements, eh bien les gens tout d'un coup se retrouvent un petit peu empruntés, donc ils ne payent plus les traites des voitures, donc on vient leur reprendre leur voiture et c'est aussi un signe comme quoi l'économie est en train de ralentir et l'économie est en train potentiellement de basculer en récession. Alors parce que on va pas se le cacher, aujourd'hui la récession c'est clairement le thème du moment. Les gens ont vécu quasiment depuis une année avec l'inflation, la hausse des taux qui va freiner l'inflation, et puis là tout d'un coup on se retrouve avec la récession. Comment va-t-elle arriver? À quel moment va-t-elle vraiment arriver puisqu'on a eu effectivement des commentaires de la part de Monsieur Powell, encore lui la semaine dernière, qui disait que il y avait quasiment aucune certitude qu'il y aurait une récession, que personne ne pouvait le
savoir. Néanmoins, il y a quand même 2-3 signes qui sont en train, je dirais, de ne pas tromper sur le fait qu'au bout d'un moment, ça risque quand même de ralentir. Et est-ce que réellement la Fed aurait ce pouvoir de freiner sa hausse des taux, voire l'arrêter, voire inverser la tendance pour commencer à baisser les taux pour empêcher cette récession? Il n'y a rien de moins sûr en tous les cas pour le moment. Et on a presque l'impression que finalement la Fed aurait envie de voir le marché rentrer en récession avant d'agir sur les taux, ce qui commence à faire un tout petit peu peur au marché. Alors, le CAC 40, j'ai choisi le CAC 40, mais ça aurait pu être valable pour tous les grands indices boursiers. Le mois de décembre se compose donc de 4 sessions de trading, hein, donc c'est ça. Tout l'historique que j'ai bossé, c'est ça. Donc on prend tout le CAC 40 depuis 87 jusqu'à nos jours, et je me suis intéressé à chacune des semaines pour savoir justement où se trouve ce rallye de Noël. Alors, voilà les résultats. Donc ça, c'est un graphique que j'ai sorti de mon Excel. Vous avez donc le mois de décembre est divisé en 4 semaines de trading. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Et là, donc depuis 1987, la performance moyenne de chacune de ces semaines. Eh bien écoutez, vous voyez, c'est la 3e semaine du mois de décembre. Et cette 3e semaine du mois de décembre, là, elle vient de commencer. Mais ce n'est qu'une moyenne. C'est-à-dire que depuis 1987, il y a eu des 3e semaines du mois de décembre négatives. Donc, s'il doit y avoir ce fameux rallye de Noël qui là ne serait qu'un rebond technique, ce serait entre là le milieu de cette semaine et le milieu de la semaine prochaine. Mais vous comprenez bien que ce sera anecdotique. Voilà, c'est bien ça que je voulais vous rappeler. Ce ne sera pas cette année où on sera dans la moyenne, hein, où ce sera techniquement anecdotique, parce qu'on a rejeté sous les résistances majeures. Et que surtout, on a eu un énorme rallye entre mi-octobre et mi-décembre, donc il faut pas rêver. Voilà, mais en tout cas, statistiquement, voilà ce que cela nous donne. Alors, le DXY, pareil, on est en train de retravailler cette droite de tendance. Pour rappel, nous n'avons pas clôturé en weekly le break-off structure, donc il est important de pouvoir retravailler, de structurer en dessous pour vraiment valider ce break-off structure. À partir du moment où on le validera, ça veut dire que on aura une inversion de tendance au niveau du DXY. Alors ça ne veut pas dire qu'on va faire hop une descente comme ça, d'accord, on est très très loin. Ça veut dire que, en l'occurrence, à partir du moment où on valide et on structure en dessous, on pourra avoir un retest, juste des 105, pourquoi pas, de cette zone-là, soit un retest profond avec un retest des 109-110, pour lequel après on pourrait descendre. Cette partie-là de retest correspondrait notamment à une correction forte SP500, Nasdaq et crypto-monnaie pour une continuité baissière et ensuite une inversion de tendance pour un départ aussi, une structuration haussière plutôt positive. Les amis, je vous présente ici la charte du Bitcoin depuis qu'il est tout petit. Là, tu me dis, Fofi, pourquoi il n'a pas beaucoup de bougies? Parce que chaque bougie, c'est 1 an. Et oui, alors là, on est sur du gros long terme. Un Bitcoin aujourd'hui à 16 774 $. Depuis qu'il existe, regarde ici, en 2010, chaque bougie, c'est une année entière. Qu'est-ce qu'on peut voir la première année, pardon, on a fait du rouge, ça a été en 2014, après ça a été en 2018, après ça a été en 2022. Qu'est-ce qu'on remarque, c'est qu'ici, lorsqu'on a fait le premier ATH en 2013, on va dire du premier gros bull run, il a fallu 1 an, 2 ans, 3e année pour récupérer le même prix du dernier ATH en 2013. Lorsqu'on a fait un ATH en 2017, il a fallu 1 an, 2 ans, la 3e année pour récupérer pareil l'ATH. Et là, pareil, première bougie rouge, première année. Donc, est-ce que si on se réfère par rapport à avant, il va falloir attendre encore la 3e année, c'est-à-dire 2023, on ne verra pas l'ATH, ça sera plutôt en 2024 qu'on verra l'ancien ATH. En tout cas, si on se réfère, il a fallu 3 bougies pour revoir l'ancien plus haut. Là, pareil, 3 bougies pour revoir l'ancien plus haut. Peut-être que là, va falloir aussi 3 bougies, donc 2024, pour revoir l'ancien plus haut. Bon, là, c'était juste une petite indication rapide. Ce que je vais vous montrer surtout, c'est les gros supports. Les gros supports long terme, si tu te poses la question. Donc ici, le premier gros support long terme, on a des bougies yearly, c'est-à-dire des bougies sur une année. Le plus gros support, il est ici, je vais le mettre en rouge, c'est les 13 854 $. Donc ça a été le corps de bougie 2017, le corps de bougie 2018 et la mèche ici de 2019. Donc on a eu 3 années qui se sont éclatées la tronche sur les 13 854 $. Donc gros support. Si on se pose la question du deuxième gros support,
en année, c'est tout simplement les 7143. Donc il faut pas éclater quand même les 14 000, en tout cas clôture une année sous les 14 000, ça risque d'être compliqué parce que c'est gros support. Mais après, si jamais on éclate les 14 000, ben, prochain support gigantesque, les 7 000. Et après, pour ceux qui veulent se faire peur, le dernier support gigantesque, 3 685, mais on en est très loin. Le Bitcoin au niveau mensuel, voilà. Alors ce que j'aime au niveau du Bitcoin, c'est que j'aime regarder avec la moyenne mobile sur 10 mois pour avoir une confirmation d'une clôture dessus pour un nouveau cycle haussier d'accélération de bull run plus soutenu. Là pour l'instant, on est toujours en dessous de cette moyenne mobile sur 10 mois et donc pour l'instant la pression est toujours plus vers le bas au niveau du Bitcoin. Je vous rappelle qu'en hebdo, j'ai repassé sur mon hebdo, on peut largement tomber. On a largement de la place, on peut aller chercher les 13K qui correspondent à la mèche ici. Ma zone opti, moi c'est dans les 10K, vous le savez, entre 10 et 12K, pardon. Donc pour moi c'est vraiment la grosse zone qui m'intéresse énormément. Mais encore une fois, pour le DCA, pour moi ça reste intéressant, on est quand même relativement bas. Alors oui, je pense qu'on peut faire encore un moins 30%, mais le but d'un DCA, c'est pas d'acheter le bottom. C'est de lisser ton prix, parce que tu ne sais pas où va être le bottom. Peut-être que le bottom, il est ici, en fait, et qu'on va juste faire une mauvaise semaine et repartir, derrière faire un range comme ça et repartir, voilà, plus tard. Peut-être qu'on est déjà dans quelque chose comme ceci. Peut-être pas, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on veut lisser notre prix d'entrée. Et c'est très intéressant de le faire sur un cours qui tombe depuis 1 an, et même un peu plus maintenant, plutôt que de le faire sur un truc qui est en mode skyrocket, quoi. Aujourd'hui, niveau clôture, on a fait un fait écoute à la hausse, pas mal de boules qui s'en fait PG ici parce qu'ils ont cru hop, to the moon, et après on a clôturé sous la 0,3 et 2 comme on peut le voir ici. Grosse résistance, et ça une fois de plus c'est pas bon parce que c'est la première résistance d'une tendance baissière niveau Fibonacci, et une fois de plus on l'a testé et hop, on s'est rejeté grave ici. On a également la Fed qui était pas très, qui a fait un effet plutôt négatif, c'était mercredi il me semble, qui a fait cracher le prix. Sans oublier également le FUD Binance, d'accord? Binance est en sueur actuellement. On espère que ça se calme et surtout on espère que Binance ne va pas exit scam comme son pote Sam. Niveau volume profil, on est sur la partie basse. Donc si on pète ça à la baisse, plus grand chose à la baisse pour nous soutenir niveau volume. Pour l'instant, on est pile poil sur les 16 500. Dernière chance pour faire un rebond avant d'aller bien plus bas. On pourra facilement retester ici les 15 489 si on pète cette zone de volume profil. Premier signe de faiblesse ici 0,3 et 2. Et si on pète également ce signe de faiblesse, si c'en est un, si on le pète à la baisse, 16 532, et bien hop, retour 15 489 puisque plus grand chose ici à la baisse. Également malheureusement signe de faiblesse sur le RSI puisque là on a pété ce support à la baisse. Historiquement quand on pète des supports à la baisse, c'est pas très bon, les supports diagonaux sur le RSI. On pète à la baisse par exemple ici et gros dump par la suite. On continue avec un autre petit graphe qui est aussi très très intéressant, qui a été proposé par TechDev sur Twitter, avec cette cyclicité entre les monts du trésor, le DXY vis-à-vis des monts du trésor chinois ici, qui est un métronome cyclique par rapport aux phases de marché. C'est plutôt très intéressant, voire extrêmement intéressant, qui suit plutôt d'ailleurs pas mal la cyclicité notamment de Bitcoin, et on arrive relativement très proche d'un point bas, semblerait-il. Alors vous allez me dire, oui, on n'a jamais été aussi proche du point bas, mais la question c'est, est-ce qu'on peut, oui ou non, sortir de ce point bas pour redonner une forme de dynamique haussière? Oui, et les invalidations, vous les avez, elles sont très proches, c'est 21 500 $. C'est vraiment 21 500 $ où on pourrait redonner un coup d'élan, éventuellement, à notre ami Bitcoin, qui suivra très probablement et se collera à l'économie réelle, tout simplement. NFT Bored Apple. Hop. Le secret de ces promoteurs enfin révélé, Yuga Labs dans la tourmente évidemment, parce que là on apprend, on en a parlé déjà, on apprend qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui ont été impliqués. Pourquoi? Parce que ça a été un peu poussé, on a fait beaucoup de pubs, mais ça on a l'impression que quand on lit un article comme ça, qui est bien fait, hein, allez le voir, hein, c'est Journal du Coin, pareil, qui nous lit ça. On a l'impression que les gens ils découvrent quelque chose, hein, mes amis. On sait très bien que la plupart des projets doivent être poussés d'une manière ou d'une autre, parce que si un projet personne n'en parle, évidemment qu'il pourra pas avancer, il va mourir tout de suite, hein, même s'il est bon, hein, même s'il est bon. Hein. Après bon, il y a différentes manières de le faire, et ce qu'on reproche surtout, c'est que ça n'a pas été dit, quoi. Hein. Effectivement, hein, mais effectivement, il y a plein de célébrités qui se sont mis à parler de nos petits singes là, hein. Donc ils ont fait avancer le business, mais apparemment ils auraient touché beaucoup d'argent pour faire ça.
évidemment. Et ça, on se doute un peu, ça s'appelle la publicité payante, mais ils auraient dû théoriquement le dire, donc ils vont tomber sous des coups de loi, quoi. Donc voilà, autre problème, quoi, pour eux en tout cas. Ensuite, je voulais vous parler de Futureverse. C'est 8 grosses boîtes blockchain Web3 qui sont associées pour faire du coup une seule boîte qui s'appelle donc Futureverse Gold. Et en fait, je pense que je vais aller dessus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà c'est bien fait. Et surtout, regardez-moi ça, le petit trailer. Voilà pourquoi je vais aller dessus, bien sûr. C'est totalement objectif. Parce qu'il y a des lapins humains, voilà. Donc il y a des lapins humains. À part ça, non, ça a l'air très très propre. Et puis du coup, j'irai voir ça. Je digrerai un peu plus, mais ça m'a l'air vraiment très propre. En tout cas, la bande-annonce est très très hypante. Et du coup, c'est 8 grosses boîtes. Donc j'espère qu'ils ont assez de thunes et de moyens. Et je le pense pour faire des chouettes choses. Donc on suivra ça bien sûr ensemble. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.